Alors, j'ai eu une merveilleuse transition tout au long de la matinée pour parler justement de la déficience intellectuelle. Alors, je ne vais pas revenir sur ces notions de diagnostic qui ont déjà été expliquées auparavant, mais moi, ce que je vais vous demander, c'est je vais revenir juste sur certains éléments et je vais vous demander de les garder en tête. Je vais vous demander de les garder en tête parce que quand on a pu créer des outils qui veulent répondre à des enjeux d'accessibilité, eh bien c'est autant de choses qui ont véritablement marqué notre travail. Donc juste gardez-les dans un coin de l'esprit parce que je vais les mobiliser par la suite. Et donc quand on parle de déficience intellectuelle, on va parler notamment de déficience au niveau de fonctions cognitives. On les a vues dans le courant de la matinée. Mais donc, moi, je vais vous parler de la notion aussi de raisonnement, d'autant plus de stratégie de résolution de problèmes, les enjeux liés à la planification en vue de cheminer vers une solution, la pensée abstraite, qui nécessite donc aussi des supports concrets, comme justement support aux stratégies de résolution de problèmes notamment, le jugement, et si on reprend l'expertise de l'INSERM, on parle aussi d'une certaine forme de naïveté qui peut être associée à la déficience intellectuelle. Ça va, vous gardez ça à l'esprit? Je vois quelques oui, je suis ravie. Deuxième élément, mais on l'a dit, au-delà du QI, il y a toute l'importance du comportement adaptatif avec l'intérêt justement de sortir des labos pour penser le lien étroit avec l'environnement. Et ça aussi, je vais le mobiliser tout au long de mes 43 minutes et demie de présentation, c'est cette notion de lien avec l'environnement. Et donc, quand on parle de comportement adaptatif, je ne vais pas revenir non plus sur la définition qui a déjà été menée, mais juste ce rappel de cette notion de développement, donc quelque chose qui peut être amené à évoluer avec le temps. Alors on a parlé aussi du fait qu'il pouvait y avoir des pertes, mais il peut y avoir aussi des gains qui sont avec le temps. Une approche aussi globale dans la mesure où on va parler de cognitif, de social, de moteur, mais surtout cette finalité qui est le fait de cheminer vers davantage d'indépendance, d'autonomie, de fonctionnement au sein de son quotidien. Donc là, je vais vous demander, vraiment, vous gardez en tête lien avec l'environnement, une perspective développementale, et je reviens sur les trois composantes, comme vous avez pu voir en lien avec la Vineland. On va parler d'habileté conceptuelle, d'habileté sociale et aussi de pratique apprise. Alors pour parler d'habileté sociale, moi ce que je voudrais aussi attirer votre attention, c'est qu'on parle de l'importance des interactions sociales et aussi vous avez l'estime de soi, ce qui sous-tend aussi l'importance du regard que moi je porte sur moi. Donc il y a l'importance des relations avec les autres, mais aussi toute la confiance que moi je suis aussi amenée à me porter et qui est souvent tributaire du regard que les autres portent sur moi. Donc ça, c'est vraiment les éléments que je vais vous demander. Alors je ne vous interrogerai pas, je suis des sciences de l'éducation, mais promis, je ne fais pas de contrôle à la fin, mais de garder bien ça en tête. Et on a parlé de la notion aussi de soutien, du besoin de soutien, et c'est un terme aussi qui nous tient particulièrement à cœur. Et le but justement, en tant qu'accompagnant, c'est de soutenir en vue de promouvoir un fonctionnement individuel qui soit le plus optimal possible. Et justement, quand on veut parler de fonctionnement global, moi je me réfère souvent au modèle du fonctionnement humain de l'AIDD, étant donné toutes les composantes que vous pouvez voir juste ici. Les premières, capacités intellectuelles. On en a déjà parlé. Là, vous pouvez avoir raisonnement, stratégie de résolution de problèmes, planification, etc. Comportement adaptatif, le lien avec l'environnement, une perspective développementale et cheminer vers davantage d'autonomie, d'indépendance. Mais aussi la santé, l'étiologie. Santé. C'est quoi, vous, votre définition de la santé? L'absence de maladie? Le bonheur? C'est beau. Mais oui, nous on se réfère beaucoup donc à la définition de l'OMS qui veut dire que la santé, mais ça va au-delà
de l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être, à la fois physique, à la fois psychique et social. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vais beaucoup mobiliser dans mon intervention, c'est cette approche qui se veut le plus globale possible. Et donc, c'est pour ça que vous voyez l'importance aussi de la participation, des interactions, des rôles sociaux au sein de la société. Et enfin, mon contexte, même si moi j'aime bien de mettre un S à contexte, parce qu'on a des microsystèmes, on a ces systèmes du quotidien, moi avec ma famille, moi avec mes amis. On a des systèmes un peu plus éloignés, moi dans la structure d'accompagnement, ou des macrosystèmes, notamment avec les différentes politiques qui viennent colorer aussi l'accompagnement et le fonctionnement. Tout ça pour en arriver à cette notion de soutien, où vous voyez vraiment la définition du soutien, qui est l'ensemble des ressources et des stratégies qui vise à promouvoir le développement, l'éducation, les intérêts, le bien-être, on peut étendre jusqu'à la santé au sens large d'une personne pour améliorer le fonctionnement individuel. Alors pourquoi j'en arrive là-dessus ? Eh bien parce que vous voyez que mon soutien, en fait, il a un rôle d'intermédiaire. Il a un rôle de médiateur. On parle parfois de catalyseur de compétences, mais en tout cas, c'est pour vous dire que revenir sur cette notion d'accompagner. Accompagner, c'est pas faire à la place d'eux, c'est être aux côtés de la personne. Et donc vous voyez ça qui est représenté par mon soutien, qui fait vraiment ce rôle d'intermédiaire dans cette finalité qui est de promouvoir le fonctionnement individuel. Et donc pour aller d'autant plus droit au but, on voit qu'il y a des défis qui marquent notre accompagnement. Et ces défis, elles mettent de plus en plus le lien sur l'environnement, ou en tout cas le lien qui se joue entre la personne et son environnement. On a parlé dans la matinée du modèle de processus de production du handicap de Fougerolas, qui parle justement de l'importance de la situation de handicap. La situation du handicap, c'est le lien entre la personne et son environnement. S'il y a une bonne interaction entre la personne et son environnement, on sera dans une situation de participation sociale. Dans le cas contraire, on sera dans une situation de handicap. Et donc c'est sur toute cette philosophie que je voulais revenir avec vous et qui marque aussi le changement de nos terminologies. Où on parlait beaucoup de patients, on en vient de plus en plus vers la terminologie de citoyens. Vous pouvez prendre l'exemple avec la déficience intellectuelle et les terminologies qui ont été associées à la déficience intellectuelle. On a eu l'oligophrénie, on a eu l'arriération mentale, on a eu la débilité, on a maintenant la déficience intellectuelle et on parle après de troubles du développement intellectuel. Donc vous voyez aussi toute cette évolution qui marque un regard différent qui est porté sur la déficience intellectuelle ou en tout cas sur l'accompagnement. Donc je vous ai repris très brièvement des paradigmes historiques qui sont encore plus ou moins présents. Alors le plus ancien, c'était le handicap qui renvoyait à l'exclusion, à la marginalisation. Je vais pas revenir sur différentes périodes d'histoire qui nous démontrent justement cette marginalisation, mais c'est vrai que en Belgique, par exemple, on a encore des structures qui sont les plus anciennes, qui ont été construites en dehors des villes, à l'extérieur. Donc on avait une certaine forme de marginalisation. Je me permets de parler de la Belgique, comme ça je ne vexe personne. Oui, je sais qu'il y en a aussi en France. Le paradigme qui suit, c'est le paradigme qu'on parle de prise en charge. Vous voyez aussi avec cette notion de prise en charge, avec l'offre de services dans le but d'en arriver à être le plus normal possible. On est dans ce paradigme de l'intégration. La personne est amenée à faire des efforts, à se servir des services, à se saisir des services, à s'adapter aux services pour pouvoir faire partie de la société. On a encore tendance à être dans ce mouvement-là et ce qu'on revendique de plus en plus, c'est la reconnaissance des droits, tous les enjeux qui portent notamment sur l'inclusion sociale où on n'est plus dans le culte de la normalité, mais plutôt dans l'éloge de la diversité qui fait que chacun vient apporter sa pierre à l'édifice dans une visée de cohésion sociale.
Alors moi, mon but, c'est pas du tout de mettre à mal le paradigme médical, pas du tout, mais de venir justement le compléter avec une approche psychologique et sociale pour penser justement cette vision plus large. Parce que j'ai un petit exemple que j'utilise beaucoup avec mes étudiants, en disant, ben voilà, quand vous avez des enfants et que vous les amenez à une activité basée sur le cheval, donc vos propres enfants, quel sport font-ils? Il n'y a pas de piège. De l'équitation. Si vous amenez un groupe de personnes avec une déficience intellectuelle à une activité basée sur le cheval, que font-ils? De l'équithérapie. Mais donc c'est pour vous dire justement ce modèle dans lequel on est, qu'on vient compléter pour penser à un fonctionnement qui se veut d'autant plus global avec un modèle bio, psycho et social. Je viens avec un autre petit jeu. Donc ça, c'est un tableau qui a été rendu public par l'OMS, qui va vous parler de l'empowerment. Alors, je ne vais pas revenir sur le terme, mais si vous avez des questions, je suis tout à fait prête à y répondre par la suite, en lien avec la santé mentale. D'accord? Et donc, le but, c'était de voir dans la première colonne les deux, c'est-à-dire les terminologies qui sont associées aux professionnels, aux usagers de services et aux aidants. Et ensuite, forcément, le but du jeu, je pense que vous l'avez compris, c'est d'identifier les vers. Ce vers quoi on se dirige dans ce paradigme de la reconnaissance des droits et de la citoyenneté. Le premier, le soignant. Accompagnant. D'autres idées? Aidant. On a un consensus sur accompagnant? Ok. Je passe pas la slide suivante, sinon vous avez déjà toutes les réponses. Et puis, fou, malade mental. On pourrait dire déficient. Ouais. Patient. Personne. Comme un objet défini en termes de déficit et les aidants exclus du soin. Partenaire. Et voilà les réponses qui sont apportées, où vous avez justement, je vous avais parlé de ce soutien. Vous voyez, intermédiaire, le médiateur, cet accompagnant. On a des usagers de services en qualité de citoyens, de personnes, qui ne sont plus décrites comme des objets, mais plutôt comme des sujets que nous sommes amenés à soutenir et à accompagner, qui sont définis en termes de possibles, et on est amené à se réunir tous autour de la table pour avoir au cœur de la réflexion les projets de la personne ou sa qualité de vie. Pour vous montrer justement ces constats et ce paradigme, moi je voulais revenir, alors je ne vais pas revenir sur plein de textes légaux, je ne vais pas revenir sur les Français parce que je les connais sûrement moins bien que vous, je ne vais pas revenir sur les Belges parce que ce n'est pas forcément votre cadre, mais plutôt sur la Convention des droits des personnes handicapées, donc la CDPH, avec le préambule. J'ai repris juste certains éléments de préambule, mais qui permettent de faire ma synthèse sur cette première partie, en vous disant justement que la notion de handicap évolue et on met en avant l'interaction entre la personne et son environnement à des fins de participation sociale. On met en avant aussi l'importance de promouvoir l'autonomie, l'indépendance, y compris la liberté de faire ses propres choix. On va parler de la possibilité de participer activement à toutes les décisions et politiques qui nous concernent directement. Et enfin, quand je parlais de l'éloge de la diversité, on est justement dans l'appréciation des utiles contributions au bien-être général, à la diversité au sein de la communauté, avec un sentiment d'appartenance et de concourir au bien commun. Et c'était là-dessus que je voulais revenir, sur ces changements de paradigme, parce qu'ils mettent vraiment au cœur ces enjeux d'autodétermination, d'être acteur de sa vie et d'être citoyen. Et donc voilà, je pense que ce qui nous rassemble, normalement vous êtes plus ou moins tous repris dans le schéma ici, c'est justement se retrouver autour, je pense, du concept de qualité de vie. Est-ce que ça vous parle, ce concept de qualité de vie ?
Si vous avez un doute sur la définition de la qualité de vie, vous vous rappelez ce que vous vous êtes souhaité au Nouvel An. Santé, bonheur, travail, amour, richesse, on est là-dedans. C'est ce que j'ai été interpellée il y a quelques semaines par une personne en situation de handicap dans une conférence et qui m'avait dit qu'elle en avait vraiment assez qu'on mette tout le temps la personne au cœur de la démarche. Parce que pour elle, c'était le projet et qu'elle avait le droit d'être autour de la table pour discuter avec tout le monde sur un même pied d'égalité et qu'elle n'était pas au centre. Donc c'est pour ça que vous voyez un copier-coller pas très bien fait, mais c'est parce que j'ai changé ma slide en fonction de sa remarque que j'ai trouvée tout à fait pertinente. Et pourquoi vous parlez de la qualité de vie? Eh bien, quand on a parlé d'échelle d'évaluation, vous avez notamment l'échelle de Shalhoub et Verdugo qui montre que la qualité de vie, c'est un indice composite. Et dans ces indices composites, eh bien, vous avez le bien-être émotionnel, les relations interpersonnelles, le bien-être matériel, le développement personnel, le bien-être physique, et j'en arrive à mes 3 dernières composantes, la notion de droit, de citoyenneté, l'inclusion sociale, le rôle au sein de la communauté, les soutiens sociaux, et puis l'autodétermination. Et ça a déjà été largement démontré dans la littérature, et bien que plus une personne, elle témoigne de comportements autodéterminés, plus sa qualité de vie est élevée. D'où le lien qui se joue en tant que composante même de la qualité de vie. Et je pense qu'on est tous là pour essayer de concourir à la qualité de vie de la personne. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par autodétermination? Alors nous, on s'est beaucoup basé sur les travaux qui ont été développés par Michael Wehmeyer, que vous voyez là-bas, qui a développé justement des travaux liés à l'autodétermination en lien étroit avec la déficience intellectuelle. Il a développé un modèle qui a été validé auprès d'une population avec une déficience intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment basé davantage sur lui, même si son modèle, il n'a pas vraiment pour volonté uniquement de se centrer sur la déficience intellectuelle. Et je crois que tous et toutes, on peut se sentir concernés par l'autodétermination. Quand je vais voir un panneau en me disant que je n'ai plus que 15 minutes, je vais me sentir limitée dans mon autodétermination, à titre d'exemple, mais qui vous montre justement que c'est quelque chose qui nous concerne tout à chacun. Et donc une première définition, c'est là que vous admirez mon bilinguisme, en 1992, de Michael Wehmeyer, qui nous dit que l'autodétermination, c'est l'ensemble d'habiletés et d'attitudes qui permettent d'agir comme l'agent causal de sa propre vie, afin de réaliser des choix et de prendre des décisions par rapport à sa qualité de vie. Vous voyez ma finalité, qualité de vie, décision, choix. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous manque? Elle est complète pour vous? Je vois des noms. Qu'est-ce qui manque à votre avis? Oui, mais bien sûr, il y a ce regard-là, le regard qu'on porte sur soi. C'est exactement ça. Vous avez notamment la notion d'agent causal, parce que c'est un peu flou, cette terminologie d'agent causal. Il faut dire que l'autodétermination, ça a été développé en réponse au déterminisme. Donc on est justement un pas de côté par rapport au déterminisme où tout est très linéaire. Et donc là, dans l'agent causal, c'est de dire agir de manière en tout cas intentionnelle dans le but de produire une conséquence. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément moi qui vais mener l'action, mais j'ai eu l'intention. Parfois, on peut demander à l'autre de faire quelque chose. On peut confier une tâche à quelqu'un d'autre. Ça reste quand même de l'autodétermination, ce qui fait que ça n'exclut pas toute la notion de soutien et d'accompagnement. Et en effet, une difficulté dans cette définition, c'est que, il y a parfois des effets pervers dans l'interprétation de l'autodétermination ou de l'empowerment, c'est de croire qu'il faut pouvoir tout faire tout seul. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que vous avez une définition qui a été émise 4 ans plus tard et qui nous dit que c'est être le premier agent causal. Donc c'est être autour de la table avec les autres et d'être justement exemple de tout ce qui est interférence ou influence externe qui est indue.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'imposition, on sera plutôt dans la facilitation. Vous vous rappelez mon médiateur et mon facilitateur. Et donc, il n'y a pas de contrôle absolu. Et puis, quand on parle aussi de droit, de citoyenneté, c'est aussi important de parler de devoirs. On a tous des droits et on a tous des devoirs. Et donc, voici le modèle de l'autodétermination de Michael Wehmeyer, où vous voyez 4 composantes. La première, l'autonomie, on la décrit comme étant la capacité de décider et d'agir sans influence externe indue. C'est ce que j'ai pu énoncer au préalable dans la définition, mais pour moi, celle-là, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg parce que c'est ce qui est visible, mais ça ne va pas de soi. C'est pas si simple. Poser des choix, c'est pas simple. C'est des choses qu'on a tous appris au fil du temps. On s'est planté. On a appris des conséquences justement de nos erreurs. Mais donc, pour poser un choix, il y a tout un processus sur lequel c'est important justement de s'entraîner, notamment l'autorégulation. L'autorégulation, qu'est-ce que c'est ? C'est la gestion de soi. C'est tout ce qui est le fait de pouvoir se fixer des objectifs, de pouvoir planifier les étapes. Quand je me rends compte que je ne suis pas sur le bon chemin, c'est pouvoir me poser les bonnes questions pour réajuster mon action. C'est m'évaluer, c'est m'auto-évaluer. C'est quelque chose qui est très important dans l'autodétermination et c'est ce qui est le plus difficile aussi à travailler. Et là, vous vous rappelez de ma première slide avec la planification, les stratégies de résolution de problèmes, tout ce qui est de l'ordre du raisonnement. Au-delà de ça, on a aussi l'autoréalisation. L'autoréalisation, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Je connais aussi les forces de mon environnement, je connais aussi les difficultés. Mais c'est important de se connaître pour pouvoir se fixer des objectifs, pour après se mettre en chemin pour les atteindre. Et le dernier, vous avez ce qu'on appelle l'empowerment psychologique, qui est justement le fait de se sentir en contrôle. Vous avez beau avoir toutes les plus belles compétences du monde, si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez rien faire. Si vous partez du principe que de toute façon vous n'allez pas y arriver, ou qu'on va quand même pas, il n'y a pas de sens à l'objectif, vous n'allez pas vous mettre en mouvement. C'est quelque chose qui est très humain. Mais donc vous voyez toute la complémentarité des composantes de l'autodétermination. Et c'est pour ça que quand on dit autodétermination synonyme d'autonomie, oui, mais pas que. Il ne faut pas oublier tout le processus qui demande du temps, qui demande de l'entraînement, qui demande justement de travailler ces différentes compétences. Et on voit qu'on est dans une période très charnière. Parce que si c'est des choses qu'on travaille davantage à l'école, on a dans des services des adultes, par exemple, qui n'ont pas eu l'occasion d'exercer des choix au préalable, de poser des actions. Et on voit maintenant parfois l'angoisse que ça peut créer, justement, cette autodétermination, d'où l'importance de processus qui est amené à être travaillé au fil du temps. Et vous voyez aussi une autodétermination qui est relative. Relative pourquoi ? Étant donné le lien qui se joue avec les capacités de la personne, ses ressources, sa motivation, ses apprentissages. On est aussi dans cette perspective développementale. Et puis les occasions qui sont offertes par l'environnement. Et vous voyez l'importance de mon soutien, j'ai énoncé, mais surtout les perceptions et les croyances. Alors j'ai l'honneur de pouvoir être le mot introductif avant des petites vidéos qui vous seront présentées, où ils mettent notamment en avant l'importance de la confiance en soi, mais aussi du regard que nous, accompagnants, on porte sur une personne en déficience intellectuelle. Moi, si on dit, j'ai déjà entendu, mais vous savez, avec les miens, ils ne sont pas capables. Ça, c'est pas possible, ils sont beaucoup trop déficients. Si vous partez déjà avec cette idée-là, on va être moins dans une perspective de mettre en place un soutien qui va permettre de développer ces compétences. Et donc, vous avez ce modèle d'autodétermination qui est une grille de lecture, qui a permis de penser différentes pratiques, différents outils, et je vous en présenterai quelques-uns. Ça a permis aussi de penser des grilles d'évaluation que nous avons par exemple utilisées pour évaluer l'effet de nos outils avant et après par un pré-test, post-test.
Alors, ce modèle, il date des années 90. Il est réactualisé notamment par Sjogren, que vous voyez ici, qui est une collègue de Michael Wehmeyer, et qui vient parler du modèle de l'agent causal, en nous parlant de l'autodétermination comme une caractéristique dispositionnelle, étant donné le lien avec l'environnement, le temps aussi qui peut être amené à apporter des évolutions, et 3 composantes, mais vous ferez facilement, je pense, le lien avec le modèle préalable, des actions de volition, donc des choix conscients qui sont fondés sur des préférences, des actes délibérés sans influence externe, on est dans l'autonomie, des actions agentiques, donc le but étant le développement de tactiques, l'autogestion pour atteindre l'objectif, on est dans l'autorégulation. Et enfin, les actions control beliefs, croire en ses compétences, quand je veux, je peux, j'ai les capacités pour y arriver, et mes efforts mèneront à ce que je veux. Bien là, on est dans l'empowerment et aussi dans l'autoréalisation. Et donc la morale de ma petite histoire, c'est justement attirer votre attention sur le fait que l'autodétermination, aucun comportement n'est jamais absolument et totalement autodéterminé. Quand on veut promouvoir l'autodétermination, ce n'est pas le fait de tout faire tout seul. C'est le fait de pouvoir faire. Et quand on entend la notion de pouvoir, ce n'est pas un pouvoir de domination, c'est un pouvoir de « je suis capable de ». Et ça, c'est complètement différent dans la manière d'aborder les choses. Comme je vous l'ai dit, il y a la notion de droit, mais il y a la notion aussi de devoir. Et dans ce cadre-là, nous, notre rôle, c'est de justement rendre accessible l'information pour pouvoir faire un choix et connaître les risques pour pouvoir envisager des compétences et choisir le plus possible en connaissance de cause. C'est là que moi je parle de la pédagogie de la petite graine qui dit que plus je me plante et plus je pousse. Je pense qu'on a tous fait des erreurs et on a tous appris de nos erreurs. Et c'est important aussi de laisser l'occasion de se tromper pour pouvoir avancer et cheminer dans un processus. Et donc, la difficulté majeure, elle n'est pas dans l'impossibilité d'exprimer son envie, mais plutôt dans le fait de dessiner ensemble le chemin qui en fait un objectif opérationnel. Moi, je me rappelle d'une jeune femme qui avait pour objectif d'être chanteuse célèbre. Alors, ça aurait été facile de lui dire « Enfin, chanteuse célèbre, tu peux pas. Enfin, tu as une déficience intellectuelle. » Déjà, vous voyez déjà le positionnement que bien sûr je n'approuve pas. Mais donc avec cette jeune fille, il a fallu réfléchir, en fait, c'est quoi être chanteur. Et puis on a été à un concert, et puis là, cette jeune fille, elle disait qu'en fait, faire des tournées, ça ne l'intéresse pas. Elle préfère rester là où est-ce qu'elle est. Et puis en fait, ce qu'elle veut, c'est pouvoir chanter, bien chanter, et avoir un public qui l'applaudit. C'est ça qui l'intéresse. Donc, pédagogie des petits pas, d'abord des cours de chant. Et donc, elle a suivi des cours de chant. Et puis après, elle a été au karaoké, où elle a fait quelques chansons. Elle a été applaudie et elle a considéré que son objectif était atteint. Elle a été une chanteuse célèbre. Mais donc, plutôt que de balayer directement un objectif, l'importance de réfléchir avec la personne, de penser petits pas pour pouvoir justement, quelque chose qui paraît complètement idéaliste, en faire quelque chose d'opérationnel, mais qui a beaucoup de sens pour la personne. Et parfois, c'est des micro-objectifs, et pourtant, ça a énormément de sens et une résonance très importante sur la qualité de vie. Et j'en dirai pas plus dans la mesure où les vidéos en parleront d'autant mieux que moi. Mais d'où l'importance du soutien, qui ne met pas l'accent donc sur ce que la personne ne sait pas faire, ne saura pas faire, mais plutôt sur les possibles dans une visée d'inclusion. Il me reste combien de temps approximativement ? Ok, parfait. Et donc ça me laisse 15 minutes pour vous présenter brièvement un peu les outils et notre philosophie, tout en sachant que je ne viens pas avec une potion magique. Je ne viens pas avec une solution miracle, mais bien, comme j'ai pu le dire, avec des pistes de pratique, parce que si je viens promouvoir l'autodétermination, forcément, je ne vais pas vous donner quelque chose à suivre étape 1, étape 2, étape 3, parce que ça va complètement à l'encontre de la philosophie ou un lien entre la personne et son environnement et tous ces enjeux d'adaptation.
Alors, moi, je vais vous présenter brièvement des outils qui ont été développés donc, au sein du service en partenariat avec justement différents partenaires. Voilà, c'est ce que je connais le mieux, donc forcément, je vais me concentrer davantage sur ce sur quoi on a travaillé. Vous avez donc le premier, c'est La vie de qui après tout, qui est une adaptation d'un outil québécois qui porte sur la transition de l'adolescence vers l'âge adulte. Alors, vous dire que tous ces outils, ce sont le fruit de recherche-action et de recherche participative. Donc, ça a été créé avec justement des chercheurs, mais des professionnels, des familles et des personnes en situation de handicap elles-mêmes. D'ailleurs, celui-ci, la première version, quand on l'a fait passer, plusieurs jeunes avec une déficience intellectuelle nous ont bien renvoyé dans les cornes en nous disant tout ce qui n'allait pas dans notre outil. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc on a été amené à le refaire et justement jusqu'à arriver à une validation qu'on parle de validation sociale. Donc ce premier outil sur la transition, il parlera d'autant plus de l'autoréalisation, donc l'importance de se connaître, l'importance d'identifier ses difficultés, ses forces, de parler aussi du handicap. C'est quoi la déficience intellectuelle ? C'est quoi les conséquences de la déficience intellectuelle ? On parle aussi de la communication avec différents jeux de rôle. Et puis enfin, on arrive à mon projet avec l'importance justement de comment communiquer mon projet et on réfléchit sur un objectif opérationnel, c'est-à-dire notamment mesurable. Et donc on vient avec des petits jeux ou en tout cas des exercices pour justement en arriver à cheminer vers un objectif qui se veut d'autant plus opérationnel et mesurable. Le deuxième s'appelle « J'apprends à m'autoréguler ». Donc là, vous voyez bien que c'est sur l'autorégulation. C'est un outil aussi pour les adolescents qui est basé exclusivement sur le jeu. Et là, le but est de travailler différentes composantes de l'autorégulation jusqu'à j'observe une situation, je tente de la comprendre, je planifie les étapes pour arriver à l'objectif et j'auto-évalue où je me situe pour justement pouvoir avancer vers mon objectif. Et tout ça par des petits jeux. Alors la difficulté, justement, c'est pour ça qu'on pense à chaque fois à des guides de l'accompagnant, c'est qu'on a donc des petits jeux pour illustrer et après il y a toute une réflexion ensemble de ce que j'ai appris, comment je fais pour pouvoir l'utiliser ailleurs. C'est tout l'enjeu de la généralisation. Celui-ci, Coaching, en fait, c'est lié à une demande d'un ESAT suisse qui nous avait dit que ce guide était intéressant, mais que seulement ça ne correspondait pas à leur public parce qu'ils sont dans un public adulte. Et donc, ils nous ont demandé de pouvoir réadapter avec eux. Et c'est la vie de qui après tout, mais pour un public adulte. Et donc, on est dans les mêmes thématiques, mais cette fois-ci pour un public plus âgé. Et enfin, imagine ton projet de vie. J'en arrive à la slide suivante qui désormais donne lieu à C'est ma vie, je la choisis. Donc C'est ma vie, je la choisis, c'est un outil que vous pouvez trouver notamment sur le site de la FIRA qui est en lien avec Trisomie 21, l'Université de Bordeaux aussi. Donc ce sont 2 livrets. Un premier livret qui est un outil qui vise justement à développer le droit de choisir. Et vous voyez toute l'arborescence qui se joue, c'est-à-dire que ça, c'est le guide de la personne, et en fonction de ses interrogations, elle se rend à la page qu'elle désire. Donc c'est vraiment son cheminement dans le processus, depuis le « qui peut m'aider dans mes choix » jusqu'à « comment on sait si c'est le bon choix ?» On va travailler aussi les émotions. Et si je pense que mes choix ne plaisent pas aux autres, en l'occurrence, souvent, c'est à papa et maman. Si jamais papa et maman ne sont pas d'accord avec mes choix, comment je peux faire ? Aussi, et si je me trompe, est-ce que c'est grave ? Est-ce que je peux tout choisir aussi ? Parce qu'on n'a pas toujours le choix. Mais donc revenir là-dessus avec des supports concrets pour venir être un support à la réflexion et dans l'accompagnement vers cette autodétermination. Et donc ça, c'est vraiment le livre 1 avec toute l'arborescence que vous pouvez voir.
qui est donc accessible. Si vous tapez dans Google « C'est ma vie, je la choisis », vous avez le livre 1, le livre 2 et le guide de l'aidant. Parce que ça, c'est aussi très important de pouvoir aussi s'interroger, ça veut dire quoi au fait pour moi un choix, c'est quoi aussi pour moi un risque, parce que on a parlé des enjeux de représentation et en fonction de l'idée que je me fais, je peux aussi parfois orienter l'accompagnement. Donc ça permet de faire un point et aussi parfois avoir des idées de relance. Tiens, à partir de cette réponse, qu'est-ce que moi je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais penser pour aller plus loin, le but étant justement d'adapter le soutien à la personne et à ses caractéristiques plurielles et variées. Vous avez aussi ensuite le deuxième guide. Là, on est vraiment dans l'élaboration du projet, en l'occurrence du projet de vie. Et vous voyez à nouveau cette arborescence du « j'ai un projet », donc là je peux savoir où j'en suis dans mon projet, dans les différentes étapes. Quelles sont les émotions? Est-ce que je suis content parce que j'ai bien avancé? Est-ce que j'ai peur parce que l'étape suivante, elle me paraît vraiment importante? Ou est-ce que je suis triste parce que ça n'avance pas? Parce que je suis déçue, par exemple? Ou alors vous avez plusieurs méthodologies qui sont là pour penser le projet. Par exemple, j'étais, je suis, je serai, c'est basé vraiment sur une ligne de vie, à savoir, quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me tenait à cœur? Qu'est-ce que j'ai mené comme action? Avec qui? Et puis à l'adolescence, pareil. À l'âge adulte, pareil. Et maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? On accompagne vraiment pour penser au projet de maintenant. Comment trouver une idée de projet? On est dans 17 fiches types. Ce sont des besoins qui ont été identifiés auprès des personnes avec une déficience intellectuelle. Et donc, ce sont autant d'exemples qui peuvent être présentés à la personne pour réfléchir avec elle. Par exemple, est-ce que tu es curieux? Oui. Sur quoi tu es curieux? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Et vous avez tout un jeu de questions-réponses pour en arriver à des objectifs. Et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? On est un peu dans mes rêves et mes cauchemars, de savoir qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui m'intéresse le moins. Et donc vous voyez donc un guide de l'aidant qui a été aussi mis en place. Et si vous allez sur Internet, il y a un petit logiciel qui est en ligne, qui s'appelle aussi « C'est ma vie, je la choisis » et qui est un complément à la version papier. Vous allez avoir notamment des petites vidéos d'illustration de ce qu'est l'autodétermination, mais surtout comment est-ce que je mets en place mon projet, comment je me pose des questions. Et vous allez avoir certains exercices qui sont mis dans les livrets, qui sont mis sous format numérique. Donc ça permet d'avoir un complément, notamment quand on est face à un public qui est non lecteur. Et là-dessus, on est encore en train de travailler ou en tout cas de prospecter pour pouvoir étendre ce logiciel à d'autres composantes. Pour l'instant, il s'intéresse d'autant plus à tout ce qui est vie affective et relationnelle, le logement, le travail. On est dans ces 3 éléments, mais on va plus loin aussi dans la démarche. Vous pouvez créer un compte, c'est totalement gratuit, ou alors le faire une version démo d'essai, et on sera d'autant plus ravis si vous savez nous faire des retours sur ce genre de projet. Hop. Du coup, moi que j'ai pensé que c'était passé... Ah, j'ai entendu un bruit. Mais du coup, moi, 15 minutes, forcément, je finirai juste un petit peu à l'avance en vous disant déjà que en fait, je ne vais pas conclure. D'habitude, on fait une conclusion en différents points et moi, j'ai pris le parti de ne pas conclure. Alors, c'est un peu mon comportement défi à moi, peut-être, mais c'est surtout le fait de vous dire qu'on est face à un véritable processus et que, en fait, c'est pas un chercheur à avoir la parole pour conclure sur l'autodétermination. Au contraire, je trouve que l'idée des vidéos est tout à fait intéressante pour laisser la parole aux personnes elles-mêmes en situation de handicap et avec une déficience intellectuelle pour parler de l'autodétermination. Mais en tout cas, si je devais émettre une pré-conclusion, ce que je voudrais dire, c'est vraiment l'importance de penser justement la globalité, un modèle bio-psychosocial qui tienne compte pas uniquement de ce que la personne ne sait pas faire, ne sait plus faire, mais aussi et surtout sur ses ressources, sur ses potentiels. L'importance aussi d'avoir un retour critique sur l'environnement, à savoir est-ce que je mets vraiment des occasions en place pour que la personne elle puisse exercer
cette autodétermination, elles puissent aussi s'entraîner. Et donc je pense que ça suppose aussi le fait d'échanger au sein d'équipes avec un regard pluridisciplinaire, parce que plus on sera ensemble autour de la table avec des regards complémentaires, plus ça prendra du temps, certes, mais plus loin on ira. Et donc en termes de citation, je termine quand même toujours sur une petite citation. Cette fois-ci, je dirais que le bonheur, c'est pas dans la recherche de la perfection, mais plutôt dans la tolérance de l'imperfection. Je vous remercie de votre attention.